Bonjour à tous et bienvenue sur Studio PM France. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une thématique qui me tient à cœur, qui est très d'actualité, notamment par rapport au pass énergétique. On va aussi parler du rôle de l'Assemblée nationale qui est de plus en plus dévoyé, de ce gouvernement qui passe les lois, quand il passe les lois par l'Assemblée nationale, déjà pendant le quinquennat précédent, c'était discutable, mais qui maintenant ne prend même plus la peine d'utiliser l'Assemblée nationale. On va parler de ça aujourd'hui avec Maître David Guyon, qui est avocat au barreau de Montpellier. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Donc voilà, c'est vrai que tu as fait une vidéo sur ta chaîne où tu parles de ça. Tu parles du pass énergétique, etc. Notamment de cette nouvelle mesure qui devrait être mise en place au courant dès le 15 octobre. En fait, l'idée, voilà, je le rappelle pour ceux qui l'ont pas vu, de désactiver le déclenchement du chauffe-eau au moment des heures creuses afin de faire des économies le temps de midi et de réduire un petit peu la consommation du réseau. Cette mesure qui a été annoncée, moi je voulais te poser la question finalement, est-ce qu'elle a été votée, est-ce qu'elle a été adoptée par le Parlement, etc. Moi, je comprends pas trop comment on a réussi à imposer ça sans faire voter les députés. Alors, on va revenir un petit peu sur les notions du droit constitutionnel, parce qu'en fait, là, c'est une question en fait, de droit constitutionnel. C'est une question de répartition entre le pouvoir du législateur et le pouvoir exécutif, le pouvoir des ministres. La répartition est la suivante. On a un article 34 dans la Constitution, un article 37 dans la Constitution. L'article 34 fait une liste de tous les domaines dans lesquels le législateur doit intervenir. Et l'article 37 nous dit que tout ce qui n'est pas dans cette liste est de l'ordre du pouvoir réglementaire. Donc, il semblerait plutôt a priori qu'on ait une liste limitative de domaines dans lesquels le législateur peut intervenir. Parmi cette liste, nous avons notamment les libertés individuelles. Donc, dès qu'on touche aux libertés publiques, aux libertés individuelles, le législateur doit intervenir. Par exemple, en ce qui concerne la vaccination obligatoire, c'est une loi qui a habilité à restreindre la liberté de choix vaccinale, puisque lorsqu'on introduit une obligation, à partir de ce moment-là, on restreint cette liberté de choix. Alors après, il faudra voir dans quelle mesure. Et quoi qu'il en soit, cette restriction est intervenue par une loi. Ici, dans le Code de l'énergie, il est prévu que le ministre de l'énergie est habilité par le législateur à prendre toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'énergie, notamment en cas de crise grave. Alors c'est l'article L143-4 du Code de l'énergie. Je vais te l'envoyer si tu veux bien, comme ça peut-être que tu pourras le diffuser. C'est intéressant, il est assez court. Ouais. Il est assez court et en même temps il est assez topique de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que véritablement, comme pour la crise sanitaire, on ne sait pas ce qu'est une crise grave et on voit que finalement le ministre de l'énergie peut prendre des mesures temporaires de sauvegarde. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une mesure temporaire de sauvegarde ? En fait, on y met un peu ce qu'on a envie d'y mettre, dont notamment ce fameux arrêté du 22 septembre 2022. Donc ça, c'est le contenu de l'article. Ok, et je l'insérerai au montage. Voici le lien pour aller à l'article de Légifrance. Donc ça, cet article L143-2 du Code de l'énergie, tout le monde peut L143-4 de l'énergie, tout le monde peut en prendre connaissance directement sur Internet. Donc je n'invente rien et il est tout à fait consultable. Donc on va donc grave sur le marché de l'énergie, de menaces pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risques pour la sécurité des personnes. On voit en fait, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un problème, on peut prendre toute mesure temporaire de sauvegarde. Et c'est là où effectivement c'est dangereux, parce que en fait, c'est quoi une mesure temporaire de sauvegarde ? C'est quoi déjà temporaire ? Alors, à partir du moment où on a vu qu'en matière de crise sanitaire, ça va plus durer quand même pendant 2 ans, c'est peut-être même pas vraiment encore fini. Et ici, en matière d'énergie, on sent que ça va être un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des mesures qui sont temporaires, mais en réalité, ce n'est pas une limite de temps, ce sont des clauses de revoyure. On dit que la mesure est applicable jusqu'à telle période, et en fait, à ce moment-là, on s'engage juste à réévaluer les risques et à reprendre éventuellement une mesure
similaire. Donc en fait, le temporaire peut durer très longtemps. Donc ce que je comprends, ouais, juste si je peux rebondir, ce que je comprends, c'est qu'en fait, finalement, sous motif d'urgence, sous motif de crise grave, sous motif, et ben finalement, le gouvernement peut avoir un certain nombre de pouvoirs qu'il ne devrait pas avoir en temps normal. Et donc, est-ce que toi, tu as l'impression qu'il joue aussi sur ça, en fait, qu'il essaye de placer le curseur le plus à son avantage, et finalement, est-ce qu'être en état de crise permanente, ça lui permet pas d'avoir le plus de pouvoir possible, finalement? Si, alors en fait, ce que je voulais expliquer avec ces articles 34 et 37 de la Constitution, c'est qu'en fait, le problème, il est structurel. C'est pas conjoncturel. C'est une loi qui a habilité à l'avance le ministre de l'Énergie à pouvoir prendre de telles mesures. Donc ça veut dire que ça fait très longtemps que la question a été, on va dire, plus ou moins réglée. Avec un gouvernement plus ou moins démocratique, on prend conscience que pour ces grandes questions, il est quand même plus légitime de convoquer le Parlement. Mais ce qu'a démontré le gouvernement Macron, finalement, c'est que les parlementaires étaient plutôt une chambre d'enregistrement et qu'on passait par eux quand véritablement on savait qu'on avait vraiment la nécessité de passer par eux afin de légitimiser un projet qui était de toute manière déjà rédigé par des cabinets de conseil comme McKinsey et déjà voté dans le plus grand des secrets comme considéré comme devant s'appliquer. Donc en fait, le problème est structurel et il est aggravé avec la pratique de ce gouvernement actuel et du président Emmanuel Macron. Mais tout ça pour dire que, en principe, on devrait effectivement passer par une loi lorsqu'on va restreindre des libertés publiques aussi importantes, lorsqu'on vous restreint l'accès à l'énergie, en fait, on vous restreint de manière indirecte mais nécessaire, on vous restreint toutes vos libertés. Donc, on devrait passer par une loi, sauf que on voit très bien que le législateur a déjà plus ou moins habilité le ministre à agir ainsi. C'est ça la vraie problématique, c'est qu'en fait, les institutions de la Ve République sont faites pour des gouvernements démocratiques. Et dès lors qu'on tombe sur un gouvernement qui va être plus autoritaire, plus vertical, eh bien, on voit bien que ça ne fonctionne plus. Ouais, et c'est vrai que justement on parle de gouvernement, tu disais de gouvernement plus ou moins autoritaire, il y a aussi l'affaire des arrêtés préfectoraux. Moi j'ai cru comprendre quand même que donc le préfet pouvait prendre un arrêté pour quelque chose en particulier. Et est-ce que, moi j'avais cette question-là, est-ce que le gouvernement peut à un moment inciter les préfets à prendre une mesure et finalement éviter ainsi de faire une loi et de faire appliquer quelque chose sous la forme d'arrêté dans toutes les préfectures? Alors, le préfet peut prendre toute mesure dès lors que l'ordre public est en jeu. Donc, il peut prendre toute mesure. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, il peut restreindre les libertés publiques. C'est ce qui s'est passé, notamment, on l'a vu avec le port du masque. C'est ce qui s'est passé avec la campagne de communication de Réinfo Liberté. Donc, dès lors qu'il y a une atteinte plus ou moins proche à l'ordre public, on peut restreindre les libertés publiques. Ça, là-dessus, pas de souci. C'est le législateur qui a prévu ça. Enfin, vraiment, on est dans la même situation. La difficulté, c'est où est-ce qu'on met le curseur. À partir de quand on considère que l'atteinte est quand même suffisamment importante pour qu'elle nécessite un débat au Parlement. Et là, le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui, aujourd'hui, estime que le recours au débat parlementaire doit être un recours de dernière solution, de solution finale. Alors que, rappelons-le, en principe, tous les débats devraient avoir lieu à l'Assemblée, et dès qu'on a des choix importants, je pense que notamment cet arrêté du 22 septembre, qui vise quand même finalement à expliquer aux consommateurs qu'ils vont payer le même prix pour une prestation qui sera dégradée, devrait, à mon sens, devoir passer à ce moment-là devant le Parlement. Mais on l'a compris, la Constitution permet finalement d'éviter ces débats parlementaires. Et donc en fait, le pouvoir à ce moment-là des arrêtés, etc., il est quasiment illimité. Je veux dire, à partir du moment où on se met d'accord, où le gouvernement se met d'accord avec les préfets, etc., et à partir du moment où ça se passe comme ça, finalement, on peut contourner le débat parlementaire pendant longtemps, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des recours? Est-ce que par exemple, je sais pas, moi je demande, mais est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas des recours qui sont possibles, les députés, je sais pas, qui peuvent à un moment aussi eux-mêmes contester certains arrêtés, sans forcément aller dans des décisions de justice ou saisir des avocats, etc. Voilà. Bien sûr. Là, tu l'as très bien expliqué. Donc, que peut faire le législatif lorsque l'exécutif s'empare d'un pouvoir pour lequel il a été plus ou moins habilité? La question est plutôt l'amplitude de cette habilitation. Ça, c'est un autre débat. En fait, quasiment rien. Ouais. Les pouvoirs parlementaires ne peuvent quasiment rien. Le pouvoir législatif ne peut quasiment rien. L'ordre du jour est fixé très principalement par le Premier ministre. La minorité, l'opposition a une possibilité une fois tous les 30 jours, je crois, de fixer un ordre du jour. Mais de toute manière, comme ils ne sont pas majoritaires, il sera difficile de faire adopter une loi dans ces conditions. Donc en réalité, c'est le gouvernement, grâce à sa majorité et son soutien inconditionnel, qui peut véritablement imposer sa volonté. Et ça, c'est pas propre au gouvernement actuel. Ce sont les institutions de la Ve République. Ce qu'on peut faire, c'est ce que tu as compris, c'est la séparation des pouvoirs. Tout pouvoir doit pouvoir limiter un autre pouvoir. Je t'ai expliqué que le pouvoir législatif ne pouvait rien faire.
Bon, il nous reste l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire, le pouvoir judiciaire, qui est censé donc être incarné par des magistrats indépendants et impartiaux, ce pouvoir peut permettre de limiter notamment le pouvoir des préfets. On l'a expliqué, ils peuvent prendre finalement une quantité incommensurable de décisions dès lors que l'ordre public est atteint, et cet ordre public il peut être plus ou moins virtuel. On l'a très bien vu avec la campagne de Réinfo Liberté, où on a estimé que le fait de désinciter à la vaccination, alors dans quelle mesure, ça finalement on ne saura jamais rien, pouvait se rattacher à une protection de l'ordre public. Donc c'est quand même assez large, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que véritablement, seuls des recours en justice pourraient véritablement mettre fin à cette pratique, avec bien entendu les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est jamais un résultat à 100%, mais en tout cas ça pourrait baliser. Et le Conseil d'État, qu'on puisse lui reconnaître ses torts ou ses travers, le Conseil d'État a quand même eu, pendant les 2 années de crise sanitaire, eu des arrêts intéressants dans lesquels il a balisé le pouvoir de l'administration, notamment par exemple sur le port du masque en extérieur. Il a quand même expliqué au préfet que ça ne pouvait pas se généraliser à l'ensemble d'un département. Il fallait quand même faire un effort pour essayer de mesurer dans le temps et dans l'espace l'application de ce port du masque. Le problème, c'est que comme on ne se conteste pas systématiquement ces mesures, on sait que vers la fin, le port du masque s'appliquait de manière uniforme à l'ensemble des départements. Et voilà, et c'est sur ça que je voudrais aussi rebondir, c'est que finalement, donc le pouvoir judiciaire peut faire quelque chose, mais le problème, c'est aujourd'hui aussi la complexité des procédures, la durée, leur coût, etc. Et finalement, le temps que les procédures et les démarches se fassent, le temps qu'on conteste quelque chose, le problème c'est qu'il peut s'écouler du temps, et pendant ce temps-là, on peut pas retourner en arrière. Je veux dire, il peut y avoir, je sais pas moi, des dédommagements, etc., mais on peut pas revenir en arrière de la décision qui a été faite. Je veux dire, quand on a imposé, c'est vrai, le port du masque pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, par exemple dans tout un département, on peut pas l'effacer, et est-ce que finalement aussi ça joue pas un rôle, le fait que le pouvoir judiciaire ne puisse pas réagir assez vite et ne puisse pas, mais c'est dû aussi aux moyens qui sont accordés à la justice, mais finalement ces délais qui sont des délais de procédure, etc., est-ce que c'est encore une fois un frein finalement à pouvoir contester ces décisions? Alors on va évoquer, je vais lever les objections. La première, c'est l'accès à la justice, l'accès aux avocats, le coût de la justice et le délai de la justice. Le coût d'un avocat, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est déraisonnable. Tout dépend de quel est l'avocat et quelle est sa pratique. Moi, par exemple, pour un rendez-vous avec moi, vous m'avez 20 minutes au téléphone, c'est 50 €. C'est pas le bout du monde. Alors, je sais qu'on peut dire c'est très cher, mais la question c'est qu'est-ce que vous mettez dedans. C'est pas le prix, c'est quoi la prestation. Bon, nous on offre des prestations de haute qualité. Les rendez-vous téléphoniques sont préparés en amont, on passe du temps avec les personnes et on répond surtout aux interrogations qu'ils ont. Donc je peux vous assurer que je n'ai pas de réclamation sur les rendez-vous téléphoniques qui me sont adressés. Mais ça veut bien dire que aujourd'hui, si vous n'avez pas 50 € devant vous pour saisir un avocat, vous irez nulle part, parce que de toute manière, dans n'importe quelle guerre, si vous n'avez pas un peu les moyens de vos ambitions, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ce sont pour la plupart du temps des actions citoyennes. Lorsque on attaque un arrêté qui a pour vocation de couper le ballon d'eau chaude entre 11 h et 15 h, et plus raisonnablement, en fait, c'est pas que le ballon d'eau chaude, c'est l'ensemble des appareils électroniques qui vont se déclencher pendant les heures creuses, entre 11 h et 15 h. Donc, c'est pas que le ballon d'eau chaude. Eh bien, ce sont des actions citoyennes. Ces actions citoyennes, rien n'empêche aux associations de s'emparer de ces débats. Rien n'empêche également aux personnes intéressées à contester ces mesures, soit de monter les cagnottes, on l'a déjà vu pour le port du masque pour les enfants, soit effectivement de décider qu'ils vont se répartir le coût d'une procédure, etc., etc. En fait, il y a plein de moyens de financement d'actions juridiques. Mais il est vrai que l'accès à la justice n'est pas non plus quelque chose de gratuit, totalement gratuit, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire. Quand vous souhaitez avoir un avocat, et Dieu sait que c'est important d'avoir un avocat, nécessairement, la justice a un coût. Ça, c'est inévitable. Troisième chose, tu me parlais du délai de la justice. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même des procédures de référé. As-tu un ordre d'idée du délai dans lequel on peut obtenir la suspension d'un arrêté ou d'un décret? Aucune. Lorsqu'on fait un référé. Okay. 3 semaines. Ouais. 3 semaines, parfois 10 jours. Entre le moment du dépôt de la requête, l'enregistrement et l'audience, ça peut prendre 10 jours. Ouais. Donc là, par exemple, moi j'ai eu, pour une petite dame qui faisait l'instruction en famille, on a déposé son recours le 17 septembre. Le 3 octobre, elle a eu une décision favorable de l'administration. Voilà. Okay. Donc pour moi, le véritable coût de la justice va être mesuré à qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien. C'est ça le véritable coût. Qu'est-ce qui se passe si effectivement on vous dit que dorénavant,
vous allez payer un contrat pour le même prix, contrat d'électricité pour le même prix, mais pour une version dégradée de ce que vous aviez auparavant. Vous calculez le coût, c'est ça le coût de votre action. Et puis surtout, le coût, c'est qu'est-ce qui se passe si demain on décide vous passer de 6 kV à 3 kV. Et donc, vous ne pouvez plus allumer une plaque de cuisson en même temps que votre télé. C'est ça le coût qu'il faut essayer d'évaluer. C'est ça le véritable coût, en fait, de l'action. Et ce coût-là, il faut le comparer au coût d'un avocat. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ouais. 100% des gens qui ont réussi ont essayé. Donc, la meilleure façon de faire en sorte que la mesure se pérennise, c'est de ne jamais la contester. Donc, à un moment donné, effectivement, l'objectif du gouvernement, c'est de vous faire croire qu'on ne peut rien faire. Oui, donc par rapport à ce que tu viens d'expliquer, c'est vrai que finalement, donc, ça veut dire que si par exemple il y a un arrêté qui est pris, il y a une décision qui est prise à ce niveau-là, et que les citoyens ne sont pas d'accord, ou que tout simplement il y a des failles juridiques, etc., c'est aux citoyens eux-mêmes de payer un avocat, de faire les démarches, même si ce n'est pas forcément des coûts importants, mais il n'y a pas, finalement, est-ce que ce ne serait pas normalement, quand on prend un arrêté, est-ce que ça ne devrait pas être vérifié tout simplement, être contrôlé juridiquement, c'est-à-dire que si jamais il y a des problèmes, c'est aux citoyens eux-mêmes de faire les démarches nécessaires. Moi, je trouve que c'est un peu le monde à l'envers dans le sens là, finalement. En fait, c'est un grand principe du droit administratif, c'est que toute loi, tout arrêté, tout pouvoir réglementaire, dès lors que la mesure est édictée, est présumé comme étant légale. Alors pourquoi on fait ça? C'est très simple, c'est que si on devait à chaque fois attendre qu'un juge valide, en fait, ce serait un gouvernement des juges. Ce ne serait plus le gouvernement des représentants de la nation. Donc, pour éviter que ce soit un gouvernement des juges, il faut que le pouvoir judiciaire soit un contre-pouvoir et pas qu'il soit saisi automatiquement. Sinon, celui qui fait la loi ou celui qui fait l'acte réglementaire, à la fin, c'est le juge. Donc, c'est la raison pour laquelle le principe du privilège du préalable, c'est que vous édictez une mesure, réglementaire ou législative, elle s'applique immédiatement. Elle est présumée comme étant légale. Vous, en tant que citoyen, vous avez la possibilité de saisir la justice. Après, on a des personnes qui ont des contrats d'assurance de protection juridique, ça permet de financer les actions. On a des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Alors moi, je ne suis plus désigné à l'aide juridictionnelle, donc je pense que je suis grillé, donc moi, c'est mort. Et ensuite, vous avez effectivement les associations, les personnes qui souhaitent financer des actions parce qu'elles estiment que c'est juste. Et en fait, c'est ça qui permet d'assurer la démocratie. Vous saisissez un avocat, cet avocat conteste les différentes mesures, il saisit un juge, et là, vous prenez le risque éventuellement de réussir. Alors, ce qui est important, et on finissait tout à l'heure la question là-dessus, c'est que tu me disais, oui, mais on n'a finalement aucune chance, c'est compliqué, c'est long. En fait, le principe du gouvernement, c'est que son intérêt n'est pas votre intérêt. Son intérêt n'est pas de vous faire croire que la situation est anormale. Son intérêt n'est pas de vous faire croire que vous pouvez contester ces mesures et éventuellement obtenir gain de cause. Et son intérêt n'est pas de permettre à la presse de diffuser les victoires obtenues devant la justice. Donc, c'est tout à fait normal que vous pensiez que vous avez déjà perdu, parce que c'est ceux qui veulent que vous pensiez. Ouais. Donc finalement le message pour conclure qu'on pourrait donner et qu'on pourrait faire passer au travers de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Voilà, quand on sent qu'il y a une injustice, quand on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qui tourne pas rond et qui peut avoir un enjeu important, des répercussions pour l'avenir, etc. Il ne faut pas hésiter à aller en justice, c'est ça? Il faut pas dégainer forcément à chaque fois qu'il y a une mesure qui est prise. Mais effectivement, pour des mesures importantes, le coût de la justice ne doit pas être la seule raison pour laquelle on reste dans l'inaction. La justice, comme les manifestations, comme l'engagement politique, fait partie de ces moyens qui sont des contre-pouvoirs et qui permettent justement d'éviter les abus du gouvernement. Et aujourd'hui, ces abus sont nombreux. Ouais. Non, merci David Guyon. J'y vois un peu plus clair, voilà, et je pense que ceux qui ont regardé aussi voient un peu plus clair par rapport à la manière dont ces mesures ont pu être prises sans passer par le processus classique parlementaire. Voilà, je pense que c'était important de le préciser aussi parce que c'était pas forcément clair pour tout le monde, y compris pour moi. Voilà, et merci. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté cette interview. On peut te retrouver sur la chaîne YouTube David Guyon Avocat pour tout un tas de vidéos, d'actu juridique, de vidéos sur l'actualité, de points, de grandes émissions, aussi de grandes interviews. Tout à fait. Les gens ont la possibilité de poser leurs questions en commentaire, poser les questions aussi en amont, et on essaie d'aborder, de répondre à toutes leurs interrogations. On a parlé beaucoup de la crise sanitaire, mais on parle aussi de d'autres points d'actualité juridique, le pass énergétique à venir, et bien d'autres émissions encore sur justement l'actualité juridique, parce que la défense des libertés fondamentales, c'est pas uniquement pendant les périodes de crise, c'est aussi au quotidien. Merci David Guyon. Merci.
Merci Pierre, Et merci à tous. merci à vous d'avoir regardé cette émission aussi, hein, sur la chaîne YouTube Studio PM France. N'hésitez pas, bon, bah, voilà, à la partager, à la relayer massivement pour essayer aussi, voilà, d'informer le plus de monde possible. Et à très bientôt sur cette chaîne YouTube.